sommes donc à Paris, à la Défense, à un événement très important. Nous suivons dans cet événement-là Junior Mbouyi. Vous avez dû le voir à plusieurs reprises à Stratégie Eco dans l'émission sur Vox Africa. Et nous sommes là aussi parce qu'il y a un événement spécial qui est le Earth Power Summit. Et puis, dans cet événement-là, il n'y a plus qu'une personnalité illustre qui n'est que Barack Obama, ancien locataire de la Maison Blanche, qui est le premier président afro au niveau des États-Unis. Avoir l'opportunité de participer à ce forum avec un ancien président des États-Unis d'Amérique, c'est pas rien. Et donc ça prouve effectivement l'implication et l'engagement que le président Obama a mis sur cet événement qui est très important et qui va dépendre notamment des enjeux énergétiques et de la transition écologique de demain. Qu'est-ce qui ressort de son intervention? Alors, on a vu quelqu'un qui a été assez impliqué et engagé, qui nous a fait part effectivement des actions qu'il a pu mener lors de ses 2 mandats au niveau de la présidence, avec des actions fortes justement au niveau des États-Unis, malgré la crise en fait, notamment des subprimes qu'il y a eu en 2008. Le gouvernement américain, sous l'impulsion de Barack Obama, a décidé d'initier en fait des procédures en fait au regard des actions sur l'écologie. Annoncer que la cérémonie des Power Health Summit Awards aura lieu à 17h sur le plateau télé de la Tribune. Nous vous attendons nombreux. C'est bon, on peut... Allez-y, là vous pouvez tout donner. Vous le voyez, derrière moi, on a énormément d'exposants. Ils sont un peu plus de 90, ont même 100 exposants qui sont sur des thématiques énergétiques, des thématiques très importantes liées à l'énergie. On vous l'a dit, l'illustre invité, c'est Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Mais pas que, on a d'autres experts liés à cette thématique énergétique. Mais on suit ici Junior Mbouyi, qui est un grand financier, qui vient de finir sa thématique. On continue de suivre et de parler aussi à tous les exposés, à tous les intervenants qui sont sur cet événement-là. Parce que, quand même, avec un peu d'humour, voilà, Junior est un expert financier international reconnu, avec auteur d'un livre, notamment sur la RDC, très souvent consulté par la diaspora ici, mais aussi par le chef de l'État du Congo, sur tout ce qu'il propose, notamment sur ces questions d'énergie renouvelable, exploitation de l'énergie, partenariat public-privé, le financement, les moyens, mais on ne rentre pas plus dans les détails parce qu'on aura l'opportunité d'échanger dessus. Je vous demande d'applaudir Junior Mbouyi, s'il vous plaît. L'énergie est vraiment ce qui va permettre d'œuvrer au développement africain. Moi, j'ai une question pour toi. Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ces mots en des actes concrets? À travers des moyens financiers, à travers des actes. Comment est-ce que tu vois la chose? Et j'ai une deuxième question, c'est l'exploitation des énergies. Comment est-ce que tu as cette vision, toi qui es un spécialiste de la question? Alors, ce qu'il faut... merci Stéphane de m'avoir invité sur ce panel ce soir. Ce qu'il faut voir, en fait, aujourd'hui, la problématique qu'on a en Afrique de manière globale, c'est que les énergies sont mal exploitées. C'est-à-dire que l'Afrique regorge de toutes les ressources énergétiques nécessaires à la transition écologique, mais il y a un frein à tout ça, et ce frein, en fait, est lié notamment aux sources de financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a eu les accords de Copenhague en 2009, les États développés ou industrialisés, comme on peut dire, se sont engagés à apporter une aide, en fait, pour que les pays africains puissent se développer au regard de la transition écologique. Et quand on voit le bilan, un peu plus de 10 ans plus tard, c'est pas le cas. Donc, si je peux vous donner quelques chiffres aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1/3 des financements mondiaux en termes de financement climat. Aujourd'hui, également, quand on regarde, notamment lorsqu'il y a eu les accords de Nairobi dernièrement, on a pu constater en fait que uniquement 3% en fait, des financements qui ont été octroyés au niveau du continent africain ont été faites, en fait, si vous voulez, de manière un peu disproportionnée. Et au regard de tout ça, on voit que la participation des États est très très limitée, voire quasiment absente, puisque dans les 3% en fait, pour lesquels l'Afrique a eu des financements, 14% sont issus du secteur privé. Donc c'est un bilan qui est faible et qui est, je dirais même, le plus faible du monde. Et quand on regarde en fait les émissions de gaz à effet de serre, notamment au niveau du continent, l'Afrique c'est à peine 2 à 3%. Donc elle pâtit d'une part de ce réchauffement climatique, mais derrière ça, c'est elle qui consomme le moins de financement en fait, qui est octroyé par les instances internationales.
qu'annuellement, il y a des flux assez conséquents de la diaspora qui viennent, de la diaspora vers les pays d'origine. Et je crois que sur 2023, ils sont évalués à peu près à 100 milliards de dollars. Ce qui n'est pas rien, 100 milliards de dollars. Donc, dans les alternatives ou dans les palliatifs qui peuvent être imaginés, c'est mettre en place ou créer ou favoriser la mise en place de fonds d'investissement de la diaspora qui permettrait de financer des micro-projets de ce type sans forcément avoir le concours difficile aujourd'hui, comme on le sait, des établissements bancaires. Ok, bah, je m'appelle Rudy Cosby, entrepreneur, j'en connais pas mal dans cette salle. On a même travaillé sur Reviewtech, une boîte tech hydrogène, on a levé 2,5 millions d'euros. Voilà, dans un des projets. En fait, madame, je voulais réagir sur votre propos, c'est ce que je disais à quelqu'un ce midi, j'en avais parlé, c'était pas très loin. La diaspora, elle peut jouer un rôle extrêmement simple, mais vraiment très simple. Et elle peut faire ce qu'on appelle cas de jurisprudence. Vous, madame, par exemple, vous avez un lab. D'accord? Si on a tous 10 contacts WhatsApp dans son téléphone, 100 € par mois par personne. Les 100 € dont vous en avez strictement rien à foutre. Votre paquet de clopes, votre Netflix, ça fait 15 fois que vous regardez le même film. Donc, vous avez le droit de faire Netflix, mais 100 € par mois, ça se trouve. 10 personnes. Juste 10 personnes, pas 200, parce que je ne suis pas assez ambitieux pour ça. 100 par mois, ça fait 1200 €. Il faut savoir en plus qu'il y a beaucoup de conventions qui fait qu'il y a toujours un coût de défisque pas loin. 1200 €. 10 personnes arrivent, viennent vous voir. Ils disent, bah, écoutez, nous, on ne connaît rien au solaire, on est juste fans du Maroc, on ne croit rien à rien, on a fait un acte de développement pour le pays et espérer gagner en retour. S'il y a ne serait-ce que des startups dans votre board, madame, elles sont ouvertes au capital, elles sont moins gourmandes que les techs françaises, ce serait beaucoup plus simple financièrement, ensemble, à 100 balles par mois, je n'ai pas dit 1000 balles, de dire on y va ensemble, on investit, on prend un ticket. Et je ne parle même pas des entreprises qui sont cotées en bourse dans les bourses africaines, parce que là, la diaspora, elle arrive, elle dit quoi? Elle dit, bah nous, voilà, on est 100, on a un ticket commun, et on peut mettre à 100, on met 100 balles ce mois-ci. À 100. Mais je peux vous assurer que tous les Aura Bank, Attijano Alpha Bank, mais vous avez le BDG. Parce que là, on crée un cadre de jurisprudence. Si la diaspora, elle fait cet acte-là, juste à 10, on démarre avec un contact WhatsApp. Toi, et on dit, putain, c'est marrant, ça ne perd pas forcément plus d'argent qu'en Europe, dis donc. C'est ça qui marche. Quand on parle de diaspora, on parle avant tout d'environnement, d'écosystème. Là, vous avez plutôt abordé la partie financière. Mais cette partie financière, au final, c'est pas une question de diaspora. C'est pas une question de Europe, Afrique, enfin Asie, etc. C'est une question de, lorsqu'on est entrepreneur, qui va pouvoir m'accompagner à la réussite de mon projet? Qui va pouvoir m'accompagner en matière de mentoring, en matière de recherche académique, scientifique? Est-ce que je vais pouvoir bénéficier d'un board d'advisors pour me challenger chaque jour en tant qu'entrepreneur? Et comment vais-je pouvoir implémenter de nouvelles solutions innovantes et tech à mon produit pour pouvoir le proposer au marché et le dupliquer rapidement, le scaler auprès de différents marchés? Donc, ça regroupe tout un écosystème. Il n'y a pas uniquement la notion de fonds, car il y a nombreux fonds africains qui se développent. Nous, au sein de l'UM6P, nous avons l'UM6P Ventures qui accompagne les startups, les early stage, série A, et nous avons le fonds américain Ghidra Ventures qui investit sur les innovations qui ont un intérêt pour le marché africain. Et là, on est capable effectivement d'accompagner avec des tickets beaucoup plus importants. Mais encore une fois, en tant qu'entrepreneur, avant de se poser la question du fond, il faut se poser la question de mais que veut le marché et en quoi vais-je avoir de l'impact sur le marché et comment vais-je pouvoir garder cette durabilité. Par contre, nous, avec l'épargne à 100 € et on arrive à 10-15 par mois, c'est un accord de bonne intelligence. Vous gérez vos startups, vous connaissez le marché, on vous place notre confiance en nous, comme on fait dans n'importe quel broker en Europe, au passage. Ça, c'est votre rôle.
Ah mais c'est pour ça que c'est pour ça, moi j'investis personnellement à titre personnel en bourse, donc j'ai pas ce sujet-là, la BRPM, même au Maroc, il y a une très belle Casa Finance City, j'ai prévu d'y aller. Mais je vous assure que si on fait ça, on vient vous voir avec des projets, vous avez toute la compétence, vous avez sourcé, vous passez H24 votre temps à coacher des startups, à aller faire des marchés, on va pas faire votre travail à votre place. Et j'ai pas envie d'avoir un fonds américain. Je leur souhaite bonne chance aux Américains. Bienvenue, you're welcome, même chinois et indiens, ce que vous voulez. Mais nous, on est capable de faire ce truc-là et de dire, laissez-nous 1% et je vous promets qu'on mettra 100 balles par personne, même par mois, on peut le faire. Bonjour, je vous remercie énormément pour vos différentes interventions. C'était très intéressant par rapport à l'Afrique. Moi, j'ai une question concernant aussi au niveau de la formation. Je sais que pour les banques, pour financer des startups ou des entreprises, il faut qu'on ait du savoir-faire. Il faut que sur le continent, en fait, on ait de la main-d'œuvre qui soit locale aussi. Et du coup, moi, je voulais demander aussi au niveau de la formation, parce que si on veut des startups qui innovent dans ces domaines-là, forcément, il faut former dans ces domaines-là. Du coup, je voulais savoir ce qu'on fait pour former aussi sur le continent, pour former des gens dans ces domaines-là, pour qu'on puisse innover sur les énergies renouvelables. Est-ce que tu pourrais te présenter, qu'on sache un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce que pour c'est important. Mais c'est peut-être qu'il y a des gens à côté de cette table qui peuvent t'accompagner dans tes projets. Mais pour ça, il faut savoir ce que tu fais. Bonjour, bon, je m'appelle Liman Djetop, je suis camerounais, je suis un étudiant international. Le continent, moi aussi. Bravo. Je suis à l'EPF de Troyes, je suis en design industriel durable. Et du coup, moi je m'intéresse au génie industriel et le côté design et le côté durabilité aussi. Ouais, pour pouvoir développer aussi ou apporter ce savoir-faire au continent. Est-ce que vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît quand même? Quand même. Voilà. Alors dis-moi, à qui tu voulais poser ta question? Lequel tu mets sur le grid là? Parce que, bon, épargne ma soeur Lamia, parce qu'elle vient déjà, elle a surmonté Rudy. Il y a beaucoup de gens qui ne surmontent pas Rudy dans la vie de tous les jours. Elle a surmonté ça. Donc, dans les trois que tu as là, tu as Bara, tu as Junior. Ah, il a dit Junior, l'expert en risque. Je savais que c'était pour moi cette question. Non, mais c'est un point qui est important, le point de l'éducation en Afrique. Et c'est même un point stratégique. Et moi, je pense qu'il faut profiter de cette transition écologique pour justement axer cette transition avec des entreprises qui vont venir investir en Afrique et créer ce qu'on appelle de l'économie inclusive, donc créer de l'emploi. Pourquoi? Parce que quand on va avoir de l'économie inclusive, c'est-à-dire qu'on va former effectivement localement des gens qui vont être habilités justement à comprendre et à appréhender les technologies. Et cette économie inclusive va générer des recettes pour les gouvernements et pour les États. Et ces recettes doivent être allouées après des postes stratégiques tels que l'éducation, la santé, les infras, et mettre en place des programmes, des partenariats spécifiques avec les écoles pour justement qu'on ait de la formation qualifiée. Il y a le bassin du Congo, Gabon, Cameroun, Congo, et paradoxalement, ce sont les endroits où il y a le plus de soleil, il y a le plus de fleuves, il y a le plus de forêts, et c'est là où on trouve le plus de délestage. Non mais moi je dis la vérité, donc c'est vrai. Comment est-ce que vous qui avez réussi, là sur le Congo, là sur le Sénégal, là avec brillance sur le Maroc, vous pouvez aussi permettre qu'on puisse inspirer les autres Afriques. D'ailleurs, ça nous permet de dire aussi à ceux qui nous écoutent que souvent les gens parlent de l'Afrique comme une entité. Et là, avec la question de madame et vos témoignages aussi de tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a des Afriques et que la réalité de ce qui se passe au Congo n'est pas la même que celle sur le Sénégal, ni sur le Maroc. Alors comment est-ce que vous pouvez faire qu'on puisse faire du sud-sud, que vos espérances puissent permettre de guider les autres? Alors, moi je suis sénégalais d'origine, donc Afrique de l'Ouest, mais pas centrale, mais je suis africain avant tout. L'idée elle est très simple, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des éoliennes en bordure de mer, sur les côtes, des barrages hydroélectriques là où il y avait des fleuves, mais l'Afrique centrale est un poumon en termes de forêt. Et la forêt, on sait bien ce que ça représente en termes de qualité de vie et en termes d'apport en termes d'oxygène. Ce qui se passe, c'est qu'il faut juste que nos gouvernants, parce que les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, ils ont un double rôle d'ailleurs, ils ont le rôle de vendre les ressources du pays, les projets d'innovation, notamment ceux qui sont liés aux énergies renouvelables, et avec des exigences, en disant par exemple, comme le cadre du Sénégal. Au Sénégal, il y a une entreprise d'Agen en France qui s'appelle Fonroche, qui a implémenté au Sénégal l'ensemble des lampadaires, panneaux solaires. Et Fonroche a fait donc 80% de son chiffre d'affaires. Pour une entreprise française qui fait 80% de son chiffre d'affaires au Sénégal, c'est énorme. Et donc l'État doit avoir aussi des leviers pour lui dire, écoutez, en termes de collaboration, ce qui rejoint la question de notre ami étudiant,
pour lui dire, mettez des centres de formation dans ce genre. Faisons des transferts de compétences et de connaissances et de retours d'expérience. Installons sur place des usines d'assemblage de panneaux solaires. Et c'est comme ça que dans la formation, on parvient à produire, parce que transition énergétique, c'est bien, transition écologique, numérique, c'est bien, mais il faut à un moment donné que ça crée des emplois. Et les emplois doivent venir de l'investisseur, d'accord, et du pays d'accueil, qui lui a tout à gagner dans cette démarche. Donc voilà, si ça peut répondre en partie en tout cas à votre question. Et l'autre apport, c'est bien sûr la diaspora, qui est très important, qui a un rôle à jouer. D'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer, certains le savent déjà, samedi, je vais lancer une plateforme qui rassemble la diaspora. Diaspora debout, en action, ça veut dire. Hein. Cette diaspora-là, dans ce groupe, il y aura des mentors qui vont mentorer les étudiants, qui vont les accompagner. Il y aura aussi, la diaspora est debout parce qu'elle est en action, parce qu'il y aura des actions d'identification des entrepreneurs divers de la diaspora qui pourront communiquer avec d'autres entrepreneurs qui ne se connaissaient même pas. Et du coup, cette diaspora productive et productrice, en fait, elle est dynamique, elle va regrouper l'ensemble des compétences d'ici et d'ailleurs pour qu'ils se parlent, qu'ils se connaissent, qu'ils échangent et qu'ils produisent. Et notamment, ça va rejoindre même le financement pour ceux qui sont dans le domaine des financements. Voilà. Je vais juste compléter ce que tu dis, Bara. On est effectivement sur cette problématique de transition énergétique, mais l'étudiant tout à l'heure a évoqué la problématique de formation. C'est un point qui est crucial aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on dit transition écologique, mais il faut savoir que dans 25 ans à peine, l'Afrique passera à 2 milliards d'habitants. Donc ça, il faut l'anticiper. Il faut que les pouvoirs publics en place anticipent cette transition également démographique. Et comment elle anticipe? C'est on favorise l'insertion en fait des IDE, donc nos investissements directs étrangers. On favorise l'investissement aussi local pour qu'il y ait la création de valeur, la création de richesse et la création d'emplois, parce que dans 25 ans, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Donc ce qui veut dire qu'il faut investir massivement dans l'éducation et en créant une économie inclusive. Quand on parle de formation et d'investissement, il est important d'intégrer cette notion donc de mindset et de curiosité de l'étudiant comme de l'entrepreneur. Quand je parle de curiosité, c'est à vous, en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, de vous intéresser sur les formations internationales à votre disposition. Au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique, nous avons de nombreux partenariats internationaux. En matière entrepreneuriale, je vais citer le MIT qui nous accompagne sur un de nos programmes qui s'appelle le Founders Programme, qui consiste à accompagner sur 6 mois, 1 an, un étudiant porteur de projet sur une thématique précise. Et quand on accompagne, c'est effectivement la mise à disposition de cet écosystème scientifique, expérimental et board d'advisor, mais également ce qu'on attend de cet étudiant et de cet entrepreneur, c'est qu'il soit vif d'esprit et qu'il souhaite se challenger et accepter les critiques et pour toujours être dans cette quête d'amélioration. Amélioration pour soi, mais également amélioration du produit qu'il proposera sur le marché. En termes vous avez mentionné donc effectivement la formation, l'investissement qui est mis en place, ne jamais solliciter l'argent des autres si nous ne sommes pas prêts. Et c'est une vraie problématique parce qu'après, si vous récupérez de l'argent de n'importe quel investisseur, et vous me direz si j'ai tort, vous aurez une pression supplémentaire vous devrez le rendre, que vous soyez dans n'importe quel secteur d'activité. Et là, c'est à vous, encore une fois, de décider qui intégrer dans son board et avec qui avancer. Hier, on a tous écouté le président Obama qui nous a fait part en fait, des lourdeurs administratives, lui en tant que président, et sa prise de conscience par rapport aux enjeux climatiques. Il a rencontré des difficultés. Du coup, c'est pour ça que cette partie-là, elle est vraiment bloquante. Je vous ai parlé en début de mon intervention des choses factuelles et réelles. Des femmes du village de Joal Fadiout qui ont planté dans la mangrove du Sine Saloum au Sénégal des palétuviers pour arrêter l'avancée de la mer, pour que les huîtres puissent s'y accrocher, parce que c'est leur gagne-pain, et pour qu'ils puissent vendre ça en factuel, mettre de l'argent dans leur coopérative et s'autofinancer pour d'autres projets. Et donc ça, je trouve que c'est excellent. Et pour finir, moi je rends hommage à l'agriculteur burkinabé Yacouba Sawadogo, qui à lui tout seul, avec des méthodes ancestrales, a permis de créer
40 hectares de forêt avant de décéder, sans financement des grandes institutions. Donc bravo à lui et j'espère que ça va servir d'exemple. Les pouvoirs publics n'ont qu'à prendre leurs responsabilités pour pousser les banques d'investissement à prendre une partie de leur budget pour ces sujets relatifs à l'écologie, à la transition énergétique, et je pense que ça peut aboutir à quelque chose. La transition écologique, énergétique, telle qu'on peut l'appeler, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité à jouer. Aussi bien les pouvoirs publics, les banques, les États et, je dirais, la diaspora. Donc on voit qu'il y a une difficulté aujourd'hui à financer les micro-projets. Donc je pense que le fait de se regrouper, de se fédérer en diaspora peut contribuer également à porter de l'aide en fait dans les micro-projets. Et je pense qu'aujourd'hui, la diaspora se sent de plus en plus investie, mobilisée, on le voit notamment avec ce que tu fais. Moi je le vois au niveau de la diaspora congolaise. Et donc par les initiatives en fait fédératives, je pense que c'est un levier, c'est aussi un poids et c'est aussi un moyen de se faire entendre auprès des gouvernements locaux, et ça va pouvoir, en fait, si vous voulez, accompagner ce changement écologique. Alors, moi je pense qu'il faut effectivement d'abord la confiance. Pour moi, c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'on se fasse confiance, que chacun prenne sa charge. Voilà. C'est-à-dire il faut que chacun fasse l'effort auquel il a l'obligation de faire face. C'est-à-dire c'est pas l'autre, c'est nous tous ensemble, et on doit trouver cette manière de travailler ensemble, quoi qu'il arrive. Et je le dirais dans cette période aussi assez mouvante partout au niveau géopolitique mondial, on n'est quand même pas dans un moment très stable et très agréable, et je pense que c'est aussi à nous collectivement de créer les conditions pour que quoi qu'il arrive dans n'importe quel pays, on arrive à créer une confiance financière, bancaire, qui permette que les projets se fassent et ne soient pas en instabilité de se dire « et si demain, il arrivait quelque chose ?» alors ce serait un effondrement. Si on veut créer la transition, c'est sur du temps long, et ça se crée dans la confiance. Et je dirais que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer, le méta, je ne sais pas comment on l'appelle, mais peut-être cet avenir, en fait, il se construit avec une confiance qui dépasse les échéances électorales et politiques. Il y a des décisions politiques qu'on doit prendre, mais elles doivent nous dépasser, nous surpasser. Elles sont là pour exister après nous, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à bosser, tous ensemble, hein. Ça nous regarde tous, de trouver à tisser, en fait, ces solutions. En tout cas, un grand merci. Merci, je t'en prie. Merci à toi. Recherche d'emploi, etc. Qu'ils ont intéressé à ce sujet. Donc, par exemple, ça, ce serait hyper sympa. Oui, c'est une très bonne initiative. En plus, c'est vraiment... Je te donne. Je me fais le nom. Vous êtes intervenu aussi en tant qu'expert sur ce sommet-là. C'était quoi la thématique et qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors la thématique sur laquelle j'ai eu l'opportunité d'intervenir porte sur le financement des énergies renouvelables au niveau du continent africain. C'est une thématique qui est assez importante parce que l'Afrique, si vous voulez, en fait, subit en fait les effets néfastes du réchauffement climatique. Mais figurez-vous que c'est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc, lorsqu'il y a eu les accords de Copenhague en 2009, les pays industrialisés ont promis d'accompagner l'Afrique dans la transition écologique, mais ce n'a pas été le cas. Donc il faut qu'il y ait justement une sensibilisation qui soit faite, et ce genre de sommet remet un petit peu tout le monde à l'ordre du jour et doit permettre d'accompagner cette transition. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette transition écologique, compte tenu des spécificités mais aussi des caractéristiques du continent, elle ne peut se faire sans le concours du continent africain. Alors dernière chose, le Power Earth Summit 2024, c'est un événement aujourd'hui international. Alors vous qui participez à cela, qu'est-ce que les parties prenantes doivent retenir? Et puis votre mot de fin. Alors ce que je dirais pour le mot de la fin, c'est que le Power Earth Summit est un événement aujourd'hui international qui a été justement impulsé par les initiatives du climat actuel. Et je pense que c'est un moyen aussi au travers de ce sommet de sensibiliser l'opinion publique, les entreprises, les partenaires, aussi les gouvernements
à l'impact écologique, à l'impact de la transition pour le monde de demain. Nous voilà donc à la fin de ce sommet-là. On suivait dans ce sommet Junior Mbouyi, qui était un financier international. Je vous dis donc, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maître Olivier Noko était encore à la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Vox Africa.